Les soupes Knorr, un bon départ. Knorr, j'adore. Grâce à Knorr, participe et gagne ton voyage à... Je veux voir ma famille. Otage avec Bruce Willis, on ne négocie pas sa famille. Ce soir, Tout s'explique poursuit son grand voyage dans le cerveau. Conscient-inconscient, comment ça marche? La force de l'esprit, une réalité? Qu'est-ce que la stimulation magnétique transcrânienne? Quelles sont les grandes maladies qui touchent notre cerveau? Et comment soulager les patients? Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur le plateau de Tout s'explique, édition spéciale effectivement ce soir, consacrée comme la précédente à notre cerveau. Alors, on l'a déjà vu à quel point c'est une machine extraordinairement complexe. Et le plus étonnant, eh bien, c'est qu'on ne s'en rend généralement pas compte, tout simplement parce que l'inconscient, vous allez le voir, occupe une place de choix dans notre cerveau. Aussi bizarre que ça puisse paraître, 80% de nos actes quotidiens sont en réalité inconscients. Mais on peut aujourd'hui voir ces pensées inconscientes grâce au progrès de l'imagerie. Exemple, chaque matin, vous faites le même geste machinal, vous frottez la main. Si on regarde votre cerveau, ce geste correspond à cette petite tache, juste là. À la première fois que vous avez fait ce geste, c'était conscient et volontaire, et cela a déclenché l'activation de très nombreux réseaux de neurones. Mais au fil des années, à force d'être répété, ce geste que vous faisiez sans plus savoir pourquoi a creusé une voie plus directe, plus rigide. Comme un court-circuit qui déclencherait le mouvement sans en avoir conscience ni même la volonté. Ce geste devenu automatique ne nécessite aujourd'hui plus aucun raisonnement de votre part. Marcher, rouler à vélo, se lever, ouvrir un robinet, se laver les dents, c'est le cas de la plupart de nos apprentissages et de nos habitudes quotidiennes. Dans ces moments-là, l'inconscient s'occupe de tout. Dans certains cas, ces automatismes sont tellement puissants qu'on ne peut pas les empêcher. Nous voici à l'ULB dans l'unité de recherche en sciences cognitives avec une étudiante qui s'est prêtée à une petite expérience pour nous. Et je vais te demander de lire le plus rapidement possible et sans faire d'erreur les mots que tu vois là, de la gauche vers la droite. Vas-y. Vert, jaune, rouge, bleu... En moyenne, on met 60 secondes pour lire cette série de mots. Je vais te demander de dénommer la couleur des patchs de couleurs que tu vois là. Jaune, vert, rouge, bleu... Cette tâche-là va un petit peu plus vite. Alors, condition... C'est maintenant que ça se corse. Attention, il faut dire non pas le mot, mais la couleur de l'encre dans laquelle il est écrit. Rouge, bleu, jaune... Il est difficile de s'empêcher de lire bleu et de dire vert. Donc dans ce cas-là, ça prend plus de temps pour la personne de faire ça parce que c'est une activité de lecture qui est dite automatique, irrépressible. Une fois qu'on a appris à lire, on ne peut pas s'empêcher de lire. Et on va Les publicitaires l'ont parfaitement compris, même si on vous dit de suivre cette instruction. Voilà, donc ici il est indiqué qu'on ne doit pas lire ceci et le fait d'être capable de comprendre l'instruction implique qu'on l'a lu, en l'occurrence. La lecture est un processus qui, à force de pratique, est devenu beaucoup plus fort que l'autre processus cognitif qui est la nomination de couleurs. Et donc on a deux processus cognitifs, nomination de couleurs et lecture, qui sont en conflit quelque part. Il faut parvenir à inhiber les informations que nous donne le sens des mots, finalement, et ça s'avère être extrêmement difficile, et c'est d'ailleurs pour ça que l'on voit les sujets avoir des difficultés, commettre plus d'erreurs, prendre plus de temps, etc. Autrement dit, le cerveau ne peut pas tout faire en même temps. Bien sûr, on peut lire et manger, puisque manger est une tâche machinale. Mais n'essayez pas de lire et de planifier un rendez-vous simultanément. Vous allez oublier ce que vous lisez ou mal noter l'heure du rendez-vous. Une tâche complexe et plusieurs automatismes, surtout dans des domaines différents, donc par exemple des domaines qui concernent le contrôle de la posture, la vision, l'audition, etc. Ça fonctionne, mais effectivement deux tâches qui exigent un contrôle cognitif, qui exigent l'implication de ce qu'on appelle l'exécutif central, donc les régions finalement les plus élaborées de notre système, de notre cerveau et de notre système cognitif, ça ne marche pas effectivement. La conscience ne peut donc faire qu'une seule chose à la fois. Ces pensées conscientes, calculer, prendre un rendez-vous, téléphoner, mobilisent de nombreux réseaux de neurones et demandent une grande énergie. Voilà pourquoi elles ne permettent pas d'avoir conscience d'autre chose en même temps. Toujours pas convaincu?
Placez à nouveau des volontaires devant un écran et demandez-leur de suivre des yeux cette pièce placée sous un gobelet. Faites le test en même temps. Votre objectif, arriver à dire au bout de ce petit film où se trouve la pièce en question. Top! C'est parti! Voilà, alors sous quel gobelet se trouve la pièce? Elle est là. Oui, très bien. Vous aussi, vous avez probablement la bonne réponse, mais... Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier dans le film? Ah non, j'étais concentrée sur la main, non? Et pourtant, regardez bien en bas à droite, tout à coup apparaît un poivron. Poivron. Le film illustre un phénomène qu'on appelle cécité au changement ou cécité par manque d'attention, à savoir donc le fait que malgré le fait qu'on a l'impression de tout percevoir dans notre environnement visuel, en réalité on ne perçoit qu'une toute petite partie de ce qui se passe autour de nous et en particulier donc on ne perçoit que ce à quoi on fait vraiment attention. Si vous n'avez pas vu le fameux poivron, c'est normal, il échappe à 85% des gens. Dans la vie quotidienne, les implications de ce phénomène sont multiples. Exemple, conduire en téléphonant. C'est clair que c'est le même genre de phénomène qui se produit. Notre attention est engagée par le fait qu'on a une conversation maintenant au GSM et ça nous fait ignorer en fait toute une série d'autres informations, en particulier donc ce qui se passe sur la route alors qu'on est en train de conduire. Si parfois le cerveau ne voit pas quelque chose qui existe, inversement, on peut parfois prendre conscience de quelque chose qui n'existe pas. Voici des cercles. Vous croyez qu'ils bougent? C'est normal. Mais ratés, ils sont immobiles. Je suppose que c'est l'illusion optique. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, oui. Ce que démontrent tous ces phénomènes, c'est qu'on est loin de tout maîtriser du monde qui nous entoure et qu'il y a une différence entre la réalité et l'expérience toute subjective qu'on en a. Oui, impressionnant. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui échappent à notre raisonnement logique ou qu'on exécute de manière automatique. On va voir maintenant qu'il est même possible d'agir de l'extérieur sur notre cerveau. Autrement dit, de stimuler certaines zones et provoquer chez le patient des réactions corporelles à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre. Regardez. Voilà qui est impressionnant. Et pourtant, la pratique est indolore pour le patient. Le principe est simple, il s'agit de stimuler ou au contraire inhiber une zone du cerveau, dans ce cas-ci le cortex moteur, grâce à des impulsions magnétiques et d'engendrer une réponse motrice. L'avantage est d'agir sur le cerveau par l'extérieur. Cela s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne. On peut avoir une idée de la latence. Il faut X millisecondes, maximum 8 millisecondes, pour aller de la surface du cerveau jusqu'au niveau de la main. Donc ça, c'est lorsqu'on fait une stimulation unique. Si vous avez une compression de la moelle épinière au niveau de la colonne cervicale, ou bien si vous avez une maladie dégénérative de la moelle épinière, eh bien dans ce cas-là, eh bien l'influx qui arrive dans le muscle ici est perturbé, il est retardé, ou bien il est diminué d'amplitude, et ça contribue au diagnostic neurologique. Ça, c'est pour l'application routinière. La seconde application consiste à délivrer des impulsions magnétiques répétitives à fréquence élevée mais variable. Et là, on s'est rendu compte que si on met une stimulation magnétique répétitive sur le crâne, on peut modifier l'excitabilité du cortex sous-jacent. Et on peut la modifier dans un sens positif ou un sens négatif, simplement en modifiant la fréquence de stimulation. Donc si on stimule avec une fréquence très élevée, on va activer le cortex sous-jacent, et si on stimule avec une fréquence basse, on va inhiber le cortex sous-jacent. Résultat, on peut analyser les différentes zones, modifier leur fonctionnement, inhiber une zone et voir la réaction sur la zone voisine. Bref, comprendre leur fonction chez le sujet normal. Mais cette méthode fonctionne-t-elle sur un patient atteint d'une maladie ? La première fois que ça a été tenté dans une pathologie, c'était en 1994, pour une équipe américaine, dans la dépression. Donc ils faisaient au niveau de la zone préfrontale, ici à gauche, le même genre de stimulation magnétique tous les jours pendant 2 semaines. Et ils ont trouvé un effet antidépresseur assez important. Le problème, c'est que depuis 1994, il y a eu plus de 200 études qui ont été reproduites
et que les résultats sont assez controversés. Le professeur Schoenen de l'Université de Liège consacre le plus clair de son temps au fonctionnement cérébral dans le cadre de fortes migraines. À force de recherche, il a pu constater un effet bénéfique de l'outil sur les femmes souffrant de migraines menstruelles. On peut, par des stimulations magnétiques, prévenir la crise de migraine qui vient au moment des règles si on fait la stimulation les jours avant. Mais donc le handicap maintenant, c'est que le patient doit venir à l'hôpital. Le jour où on aura un matériel plus compact, moins cher et transportable, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Enfin, si on est capable d'agir sur une zone du cerveau pour activer un membre, pourrait-on envisager, grâce à la stimulation magnétique, la guérison de paraplégiques par exemple? Il y a quelques études dans les gens qui ont fait des thromboses, ce qu'on appelle AVC, les accidents vasculaires cérébraux, pour voir si les gens qui ont des séquelles de thrombose, par exemple une hémiplégie, si on pourrait essayer d'améliorer un peu leur récupération fonctionnelle. Il y a plusieurs études qui sont prometteuses, tout en restant évidemment modeste dans le gain espéré. Aujourd'hui, la technique de la stimulation magnétique transcrânienne reste avant tout un outil diagnostique et n'a pas encore de vertu thérapeutique. Étonnant, et ce n'est pas fini. On fait une petite pause et puis on parlera des grands dysfonctionnements du cerveau, comme la maladie d'Alzheimer par exemple, et aussi du pouvoir de notre esprit sur notre corps. À tout de suite.